Nous allons commencer tout de suite cette conférence débat. Tout d'abord, un grand merci à celles et ceux qui sont présents parmi nous. Je vous dirai tout à l'heure combien nous sommes à distance, mais il y a 450 inscrits à distance, donc je pense qu'il va y avoir du monde, même si tout le monde n'est pas là, effectivement. Je pense que le sujet que nous avons retenu ce soir sur les enjeux liés aux élections qui vont se tenir en Turquie le 14 mai, puis peut-être un deuxième tour pour la présidentielle le 28 mai, effectivement suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer cette soirée à réfléchir ensemble pour tenter de décrypter ce qui se passe réellement. Alors, pour ma part, je serai le modeste animateur. Quelques mots quand même pour contextualiser le moment où se tiennent ces élections, dont chacun s'accorde à considérer qu'elles constituent un enjeu fondamental, que les défis de la Turquie sont nombreux au cours de ces dernières années, cela n'a échappé à personne. Tout d'abord pour des raisons politiques, bien évidemment. La première chose, je me permets de le rappeler, c'est que le parti au pouvoir, le parti de la justice et du développement, gouverne aux destinées de la Turquie depuis maintenant 21 ans. Alors qu'au point de départ, quand il a été élu la première fois, cela constituait plutôt une rupture. On a souvent tendance à l'oublier parce que désormais, ce parti et son président, M. Erdogan, se sont inscrits dans le paysage politique ô combien. Et je me plais aussi souvent à rappeler que depuis cette première élection qui a permis l'accession de l'AKP au pouvoir, il y en a eu 14 autres, il y a eu 14 scrutins électoraux, municipaux, législatifs, présidentiels, référendaires, et qu'à chaque fois, l'AKP ou M. Erdogan, les deux étant intimement liés, ont gagné ces élections avec un bémol en 2015, où il a fallu organiser des élections législatives anticipées au cours de la même année pour que Erdogan puisse enfin constituer un gouvernement. C'est donc un parti qui est, quoi qu'on puisse en penser, enraciné dans la vie politique turque, qui possède une véritable base sociale et base électorale. Mais vous vous en rappelez sûrement, il y a eu un avertissement politique lors des dernières élections municipales en 2019, puisque, vous le savez, les deux principales villes du pays, Ankara et Istanbul, sont passées aux mains de l'opposition. Souvent, j'entends, elles sont tombées aux mains de l'opposition. Elles ont été conquises par l'opposition, ce qui est quand même un avertissement. Je rappelle que Istanbul, c'est quoi, 15-16 millions d'habitants? Ce n'est pas seulement les villes, dans le système turc. Ah oui, ah oui. Ce ne sont pas seulement les villes, c'est comme un Länder allemand ou bien un État américain, puisqu'on a en Turquie certaines zones urbaines dont les maires sont les premiers ministres locaux. Il s'agit de l'ensemble de provinces. Il y a un 21, je crois, 18 régions comme ça, où on continue à les appeler les maires, mais ce sont des premiers ministres locaux qui gouvernent aussi les zones rurales en dehors des villes, enfin l'ensemble des provinces. C'est comme l'Île-de-France. Donc, cet avertissement, je pense, a dû être médité en haut lieu au sein de tous les partis politiques. Et puis, bien sûr, toujours au niveau politique, et c'est peut-être le plus important, nous avons constaté au fil des ans une restriction des droits démocratiques, des libertés individuelles et collectives, et un affaiblissement considérable de l'état de droit. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le référendum de 2010. Il y a eu la crise de Gezi, avec ces manifestations très importantes, non seulement à Istanbul, mais dans toutes les villes de province turque, il y a juste 10 ans, c'était en 2013, à la fin du mois de mai 2013. Il y a eu bien sûr la tentative de coup d'État de 2016, qui a entraîné une accélération, un approfondissement des mesures liberticides. Et puis enfin, 2017, où il y a eu un référendum, une modification constitutionnelle qui a permis de consacrer un régime présidentialiste à la main de M. Erdogan. Enfin, et dernière chose, pour aller très très vite, bien sûr, il y a une sorte d'ordre moral et conservateur que veut imposer le pouvoir et qui est considéré comme tel, non pas par toute la population, mais par une grande partie de la population, et notamment sa jeunesse, on y reviendra probablement, dont plusieurs centaines de milliers seront primo-votants
lors du scrutin du 14 mai prochain. Il y a aussi parmi les enjeux, et là je vais aller très vite, des enjeux économiques bien évidemment, puisqu'au succès remarquable de l'économie turque au début du pouvoir de l'AKP, je vous rappelle que dans les années 2009-2010, il y avait des taux de croissance qui affleuraient les 10% par an. On n'en est plus là puisqu'il y a une crise économique d'ampleur qui affecte quasiment tous les secteurs de la société, en tout cas les milieux les plus modestes, avec une forme de paupérisation très préoccupante. Ce qui veut dire aussi qu'une partie de la base électorale, de la base sociale de Erdogan est en train de s'effriter pour ces raisons-là, parce que nombre de citoyens turcs ont voté Erdogan, ont voté AKP, non pas du tout pour des raisons idéologiques, pour partie d'entre eux, mais pour des raisons économiques. Donc quand tout fonctionnait bien, ils ont voté pour l'AKP ou M. Erdogan, et ce n'est plus le cas maintenant. On pourrait bien sûr aussi dialoguer sur les modifications sociologiques énormes qui se sont manifestées en Turquie depuis une vingtaine d'années, avec notamment une cristallisation des classes moyennes, notamment dans les grands centres urbains. Donc, c'est pour réfléchir sur ces éléments, sur ces défis, pour mieux comprendre les enjeux, pour évaluer aussi l'état des forces en présence, mais sûrement pas pour émettre des pronostics. Enfin, les intervenants seront libres de dire ce qu'ils veulent, que nous avons décidé d'organiser cette conférence débat, alors qui est en hybride, comme on dit désormais. Donc, un grand merci à Barçon Yenanch, qui est journaliste, qui est à Istanbul. Donc, un grand merci à toi d'être parmi nous. Elle a un œil aiguisé de décryptage des évolutions politiques de la Turquie, et je pense qu'elle sera très utile pour que nous puissions mieux comprendre les enjeux actuels. Un grand merci aussi à Ahmet İnsel, qui lui se trouve à Grenoble, qui est bien connu, je pense, des auditeurs des chaînes publiques et autres françaises, car il intervient souvent. Il est à la fois économiste, politologue et professeur émérite à l'université de Galatasaray, et je le dis toujours, c'est un ami de, je crois, 35 ans ou plus. Ahmet est un de ceux qui, depuis la tentative de coup d'État de 2016, n'a pas pu retourner dans son pays natal. J'espère donc, comme il me le disait récemment, qu'on pourra se revoir prochainement à Istanbul. Et enfin, Bahadır Kalehası, qui est de passage à Paris, le hasard fait bien les choses, qui est le président de l'Institut du Bosphore, et qui lui aussi a une vision aiguisée non seulement des dynamiques politiques et sociales qui ont cours en Turquie et qui probablement va nous aider à mieux saisir ces enjeux. Donc un très grand merci à ces trois intervenants. Barçon, je voudrais commencer par toi, si tu en es d'accord. Je voudrais simplement, pour nos amis français qui sont présents et qui sont connectés, pour les Turcs aussi, bien évidemment, j'en vois un certain nombre qui sont parmi nous ce soir à l'Iris, mais que tu nous fasses un rapide portrait, un rapide tableau des forces en présence aujourd'hui, puisque tous les candidats à la présidentielle sont connus, ceux à l'élection législative aussi. Comment se présente la situation actuelle? Qu'indiquent les derniers sondages? Alors bien sûr, ce ne sont que des sondages, mais enfin, ils nous donnent toujours une indication. Très clairement, on a souvent lu au cours des derniers jours ou dernières semaines en France beaucoup d'inquiétudes dans les médias sur les risques de fraudes électorales qui seront bien évidemment aggravées par les conséquences du séisme. Vous savez qu'à la suite du séisme du 6 février, il y a plus de 3 millions de personnes, de citoyens qui ont été déplacés. Donc, comment va s'organiser le vote pour ces personnes, celles qui n'ont pas pu revenir dans leur province d'origine? Donc voilà, c'est déjà rapidement, synthétiquement bien sûr, une sorte de petit panorama de la situation actuelle telle qu'elle se présente ce 20 avril. Donc, Barçon, écoute, je te laisse la parole. Merci Didier, merci pour cette occasion et merci pour cette introduction aussi. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais essayer de mon mieux de donner un peu de sens sur le paysage politique et électoral qui est assez compliqué. On est en pleine campagne, mais on dirait pas vraiment, on le sent pas vraiment. Bon, les gens
parlent entre eux, mais je pense que dans les rues, on ne sent pas qu'on est en pleine campagne. L'enthousiasme des campagnes électorales ne sont pas commencées. Probablement, c'est à cause du mois du Ramadan qui va finir ce soir. Et après la termination de la fête religieuse, on attend que, avec la semaine prochaine, la campagne électorale prend de l'élan et de l'énergie. Alors, ce que disent les sondages, normalement, il favorise l'adversaire de président Recep Tayyip Erdoğan. Il donne une légère avance à monsieur Kemal Kılıçdaroğlu. Mais je pense que le message commun des sondages, je dirais, pour résumer, c'est que ni le gouvernement, ni l'AKP, ni l'opposition ne peut dormir confortablement dans les jours qui viennent. Et ce que nous savons, je pense que des sondages, c'est que probablement le soir du 14 mai, on ne saura pas ce qui serait le futur président de la Turquie, justement à cause des deux candidats additionnels qui sont apparus. Surtout le troisième candidat, Muharrem İnce, a eu un impact sur les résultats et donc probablement il y aura un second tour, à moins que le taux de soutien baisse envers Muharrem İnce. Pour le moment, il a commencé à baisser et on estime, les experts estiment que la popularité présente du Kılıçdaroğlu va baisser dans les derniers jours, mais il faut que ça baisse moins de 4% pour que Kılıçdaroğlu gagne au premier tour. Et comme l'AKP est conscient du fait que Erdoğan ne peut pas gagner dans le premier tour, il joue pour qu'il y ait un second tour. Pourquoi? Parce que leur scénario, c'est de gagner les élections législatives. Si l'AKP et le MHP prendra la majorité, Erdoğan pourrait tourner vers la société et dire voilà, une cohabitation n'est pas bonne pour la Turquie, le pays ne peut pas être gouverné avec une telle cohabitation. Est-ce que ce scénario peut marcher? Le problème, c'est que comme le MHP a décidé d'entrer dans les élections avec son propre nom, encore une fois, les experts estiment que l'AKP et le MHP ne vont pas voir autant de parlementaires au Parlement. En ce qui concerne les fraudes électorale. L'opposition dit qu'il prend toutes les mesures, que les mécanismes, etc., ils sont en train d'être contrôlés. Il faut faire attention surtout à la haute commission électorale, parce que déjà, cette commission, déjà avant les élections, ils ont pris des décisions qui favorisent l'AKP. Et aussi, il faut faire attention aux commissions électorales, au bureau électoral des villes et des communes, parce que au passé, le président de ces commissions était automatiquement le juge le plus senior de la ville. La règle a changé. Maintenant, c'est tirage au sort. Et là, le problème, c'est que après la tentative du coup d'État de 2016, comme il y a eu des juges qui ont été soupçonnés d'être membres de mouvement de Gülen ont été envoyés, ils ont été remplacés par des avocats qui sont plutôt connus d'être plus proches de l'AKP, et ils sont devenus des juges dans un très peu de temps. Donc, il y a cette chance que ces présidents de commission soient a choisi des juges justement qui sont plus sympathiques vers l'AKP. Mais il faut aussi souligner le fait qu'il y a des milliers de volontaires qui vont travailler pendant les élections, et un avantage, c'est que je pense qu'ils ont gagné de l'expérience parce qu'ils participent dans ces élections depuis plutôt 2013.
Et c'est vrai que le problème des électeurs des régions du séisme présente une grande point d'interrogation parce qu'il présente 9 millions des électeurs. Apparemment, 3 millions d'entre eux ont quitté leur ville, mais seulement 133 000 ont été enregistrés dans les villes où ils se trouvent au présent. Ce qui nous dit que plus de 2,5 millions de ces électeurs probablement pensent à retourner à leur ville, ou bien 2 jours avant, ou bien un jour avant, ou bien le jour des élections. Mais est-ce que ces électeurs, 2,5 millions d'électeurs, auront la volonté de rentrer? Et deuxième chose, est-ce qu'ils auront le moyen? Est-ce qu'ils vont trouver le moyen de partir? Est-ce qu'ils vont trouver des bus, de l'avion, etc., etc. Donc, ça va être un point intéressant. Mais il faut aussi souligner le fait que ces régions-là, traditionnellement, ils ont voté pour l'AKP. Et on ne voit pas une grande mobilisation de la part de l'AKP pour justement encourager ces électeurs pour voter, mais c'est vrai que ça va être un point assez important qui aura un impact sur les résultats. Et j'arrête là et peut-être on peut continuer après pendant les questions. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. On va procéder, j'aurais dû le dire, mais bon, j'ai quelques questions à poser à nos intervenants, mais on laissera suffisamment de temps pour que vous-même ou ceux qui sont connectés à distance puissent en poser aussi. Alors, merci beaucoup de ce petit panorama. Ça nous met les idées en place sur les forces en présence et sur les questions de fraude. Bah, écoute, tu nous as donné aussi quelques éléments de réflexion. Bahader, j'aimerais t'interroger sur cette plateforme d'opposition qu'on appelle communément la table des 6, puisque ce sont 6 partis d'opposition qui se sont regroupés, qui présentent donc un candidat commun pour la présidentielle, qui se répartissent les provinces pour les législatives. On sait que pour parvenir à ces accords, les discussions ont été extrêmement longues, parce qu'il y a des divisions qui existent entre chacun des partis constituants, et notamment les 2 principaux d'entre eux. Alors, est-ce qu'on peut considérer à ce stade que cette plateforme d'opposition incarnée, représentée, symbolisée par M. Kılıçdaroğlu, qui est par ailleurs le président du Parti républicain du peuple, a d'ores et déjà réussi à créer une dynamique politique? Parce que je pense qu'en réalité, dans une élection, c'est ça l'important. Quel que soit son candidat, quel que soit son camp politique, c'est la dynamique qui compte. Est-ce que les divisions qui ont marqué les négociations ne sont pas rédhibitoires? Et donc, quels sont les principaux enjeux pour cette plateforme d'opposition? Merci beaucoup, Olivier. Analysons un par un. Il y a donc la moitié des voix représentées par l'opposition sont pour le CHP, un parti social-démocrate, membre du Parti européen des socialistes, qui est soutenu aussi par le groupe parlementaire des sociaux-démocrates au Parlement européen. Un parti qui a aussi une faction, je dirais, souverainiste en son sein. Donc, un parti de centre-gauche, essentiellement. Quand on lit son programme, les lois proposées, et plusieurs autres éléments indicatifs de cette tendance. Et la moitié de la moitié, donc, environ 50% indiqués par les sondages, même un peu plus, est représentée par İYİ Parti de Mme Akşener, une ancienne politicienne du parti de Mme Çiller quand elle était première ministre. Donc, c'est un parti de centre-droite. Elle vient d'une tradition de centre-droite.
Pour des raisons familiales, elle a aussi certains liens avec le CHP, mais elle est essentiellement de centre-droite. Quand le MHP était en opposition à Erdogan, elle a aussi été membre du parti MHP pour incarner un certain nationalisme moderne. Elle a été présidente de l'Assemblée nationale et après elle a quitté ce parti. Donc ce parti est intéressant parce qu'il y a une base militante essentiellement des nationalistes qui ne veulent plus s'associer à la ligne politique du MHP. Une base électorale centre-droite, républicaine aussi. Donc, c'est assez hétérogène. Un groupe de vice-présidents qui sont plutôt de centre-gauche, le président ou de centre, le vice-président pour l'économie, pour les politiques de développement, pour la justice, les droits de l'homme, pour l'éducation. Donc, c'est un parti qui essaie de s'installer au centre de la vie politique avec une tendance, avec des origines de centre-droite. Et puis, il y a les deux partis de Babacan et Davutoğlu. Donc, quand on dit qu'AKP est au pouvoir, il est au pouvoir aussi. Donc, disons que la moitié de 22 ans de pouvoir de AKP était plutôt une équipe plus collégiale. Erdogan était Premier ministre, mais il y avait d'autres personnalités importantes. Parmi les fondateurs du parti AKP, il ne reste que Çavuşoğlu qui est toujours en vie politique active. Donc, on peut mathématiquement au moins dire qu'une partie de l'ancienne AKP ou du temps où AKP était plus populaire, à l'époque où il régnait sur une économie plus performante et des relations internationales plus glorieuses. La Turquie était devenue membre du Conseil de sécurité des Nations Unies en obtenant 80% des voix. Donc, c'était une autre époque, peut-être. Hein. Et les relations avec l'Union européenne allaient bien. Donc, ça fait partie. Donc, ces factions, enfin, quelques personnalités avec deux partis politiques qui représentent 7 ans de AKP font partie de cette alliance à des degrés divers, puisque Davutoğlu et Babacan ne sont pas les mêmes personnalités, évidemment. Et puis, il y a l'autre parti très petit, les deux autres partis très petits, l'un qui vient de la ligne de conservatisme religieux et l'autre un parti libéral, disons. Mais ce sont des partis qui obtiennent entre 1 et 3-4% des voix. Donc, l'essentiel, c'est centre-gauche Kılıçdaroğlu et centre-droite İYİ Parti. Ils ont mis beaucoup de temps pour négocier un programme assez volumineux, avec plusieurs détails sur certains plans, sans beaucoup de détails sur les autres. Mais je crois que pour répondre à ta question, ce sera une élection pas pour un poste fixe, pas pour une alternance d'un groupe à l'autre. Ce sera une élection entre deux visions, deux manières de voir l'État, la société, la politique, l'avenir du pays, la définition même du pays. Donc, ce n'est pas n'importe quelle élection. En plus, dans une société polarisée, en plus, après une période de pouvoir extrêmement personnalisée. Donc, s'il y a une alternance, ce sera une alternance pas d'une personne à l'autre, mais aussi d'un système à l'autre. Et cette alliance a suffisamment de substance, de contenu, de compromis, de convergence pour passer les 2 premières années en se focalisant à des réformes communes, à la mise en œuvre du compromis qu'ils ont. Ils auront besoin, dans la plupart des cas, du soutien de HDP, au parti dit pro-kurde. C'est aussi un parti avec un programme national, parce que ce n'est pas un parti, ce n'est pas exclusivement un parti ethnique, un bon parti national avec une vision aussi pour l'avenir du pays. Bref, oui, il y aura des problèmes, il y aura des points de vue différents entre les différents partenaires de la coalition de cette table de 6, mais il y a suffisamment de convergence, suffisamment de compromis, suffisamment d'intérêt politique
Et ce n'est pas seulement les politiques du point de vue idéaliste, mais aussi du point de vue réaliste, même je dirais opportuniste, pour que cette coalition, pour plusieurs années, puisse gouverner et, s'ils ont les nombres suffisants, transformer le régime à un régime parlementaire. Le dernier mot, ce sera une transition dialectique, pas un retour en arrière, pas une coupure 100%. Donc, donc, dans la vie politique, aussi bien que dans la vie sociale et économique et de la politique étrangère, ce seront des successions de différentes thèses, antithèses et synthèses. Très bien. Bien, Ahmed, ça vient d'être évoqué très rapidement par Bahader. Il y a la position du Parti démocratique des peuples, le HDP. On sait qu'il a décidé de ne pas présenter de candidat à la présidentielle. Il est souvent présenté comme le faiseur de roi. Je mets tout ça entre guillemets, bien évidemment. Ce parti, c'est 12 à 13% du corps électoral lors des précédentes élections. Par ailleurs, dans le programme assez épais qu'a évoqué Bahader, qui est un peu le programme commun de l'opposition, c'est 240 pages, je crois, environ. Je crois que le mot kurde n'est même pas écrit. Alors, pour autant, c'est quand même un des sujets centraux, peut-être même le défi principal de la société turque. Donc, n'y a-t-il pas, de la part du HDP, un pari? Bien sûr, il a évoqué qu'il fallait tout faire pour battre Erdogan, mais il n'a aucune garantie, si tant est que l'actuelle opposition remporte ces élections, il puisse faire valoir ses exigences ou revendications. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je voudrais t'écouter, nous voudrions t'écouter sur quelles pourraient être les premières mesures concrètes que prendrait l'opposition si elle parvenait au pouvoir, en matière notamment de rétablissement de l'état de droit et des libertés fondamentales. Alors, merci. Bonsoir tout le monde. Le Parti démocratique des peuples est un parti qui représente à peu près effectivement entre 11 et 13% des voix, 13% en 2015, 11% en 2018. Il a présenté en 2014 et 2018 un candidat à la présidence, Selahattin Demirtas, qui est en prison depuis 2016, et il avait obtenu Demirtas entre 8 et 9% des voix au premier tour des élections présidentielles, que Tayyip Erdogan avait gagné au premier tour avec un peu plus de 50% des voix. Alors, le Parti démocratique des peuples est une composante avec une grande composante du mouvement kurde, mais en même temps regroupe une coalition ou une confédération, si vous voulez, de petits partis de gauche. Et dans la longue tradition répressive du problème kurde en Turquie, vous savez, il y a eu, à ma connaissance, 5 partis politiques interdits successivement en Turquie depuis 1991 de la mouvance kurde, et HDP, il y a 2 ans, alors qu'il constitue le 3e groupe parlementaire au Parlement, avec un peu plus de 60 députés, HDP connaît une instruction pour sa dissolution auprès de la Cour constitutionnelle, et cette enquête est arrivée à peu près à son terme, et à chaque moment, depuis le 11 avril, le Conseil constitutionnel peut décider du sort de HDP, l'interdire et éventuellement interdire à un nombre très important de ces cadres le fait d'être membre d'un parti politique, d'un dirigeant d'un parti politique, une sorte de censure politique pour ces dirigeants. Pour éviter la surprise au dernier moment du Conseil constitutionnel, quelques semaines avant les élections de 14 mai, d'interdire le parti HDP et donc du coup de ne pas pouvoir se substituer d'autres candidats, d'autres partis à sa place, HDP a décidé, avait prévu le coup, a décidé de ne pas se présenter aux élections cette fois-ci. C'est une situation qui montre combien le régime actuel autocratique de Tayyip Erdogan et d'AKP, avec sa coalition, son allié d'extrême droite nationaliste, rétrécit le champ politique et surtout sur la question kurde. Je passe sur le nombre très important de maires de HDP, 60 sur 63 maires élus HDP, 56 ont été dessaisis par
par le ministère de l'Intérieur. Il y a 6000 cadres d'HDP qui sont en prison actuellement, ses ex-présidents, etc. Bon, HDP néanmoins dispose, malgré toutes ces répressions, une potentiel de voix, principalement kurde, mais aussi de la gauche socialiste ou de la gauche libérale, laïque, etc., essentiellement à l'ouest de la Turquie, dans les zones urbaines, un appui considérable comme un garant d'une pression vers une Turquie démocratique et en même temps faire une pression sur le Parti républicain du peuple dans ce sens-là. Donc, c'est un parti qu'on avait créé en 2012, j'ai dit on parce que je suis un des fondateurs de ce petit parti, le Parti Vert Gauche, qui n'était pas créé dans ce but-là, mais qui, en 2012, a été créé avec la fusion du Parti Vert et d'un petit parti socialiste. Et ce parti a toujours soutenu HDP dans les élections, ne s'est pas présenté lui-même aux élections. Et en vue de ce risque majeur où l'AKP pourrait du coup rafler un nombre considérable de voix aux élections législatives, comme il avait l'habitude de le faire dans les années 2000, cette fois-ci, l'HDP a décidé de ne pas se présenter et c'est le parti gauche-vert qui se présente à la place du HDP avec une coalition au Parti ouvrier de Turquie qui ont constitué une alliance. Alors, ce parti cette alliance risque d'avoir autour de, tout à l'heure, Barçın İnanç a précisé, autour de 11% des voix selon les sondages et vu la concentration de l'électorat dans certains départements dominants kurdes, il peut avoir autour de 60-70 députés. Alors, en ce qui concerne la coalition dirigée par Kılıçdaroğlu, il risque de ne pas avoir seul la majorité parlementaire, ni non plus le parti risque pour le moment de ne pas, la coalition autour d'Erdogan risque aussi de ne pas avoir la majorité parlementaire toute seule au Parlement, ce qui fait que le parti, la coalition constituée autour de HDP qui s'appelle la coalition du travail et des libertés peut devenir la clé de la majorité parlementaire. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, cette coalition et d'ailleurs toutes les autres organisations de gauche qui se présentent ont décidé de ne pas présenter pour une fois, et c'est une première dans l'histoire de la Turquie, de ne pas présenter pour les élections présidentielles de candidats et d'appeler à voter ouvertement ou implicitement pour Kemal Kılıçdaroğlu. Ce qui fait que Kemal Kılıçdaroğlu arrive aujourd'hui dans un premier tour estimé autour de 44, 45, 46% des voix en fonction justement des voix qui se portent sur le candidat dissident du Parti républicain du peuple, Muharrem İnce, que Barış İnanç a présenté tout à l'heure. Cette situation fait qu'au second tour, Kemal Kılıçdaroğlu, pour pouvoir gagner, a vraiment besoin de l'apport de voix du parti, des électeurs du parti HDP qui se présente sous l'appel de parti gauche-vert. Alors, de ce point de vue-là, par rapport aux questions que tu as posées, la question kurde dans les 240 pages du programme de la coalition ne figure pas, mais Kılıçdaroğlu a fait une visite, une rencontre avec les dirigeants du parti HDP, avec Mithat Sancar et Pervin Buldan, et ils se sont mis d'accord pour dire que la question kurde, le lieu de résolution, de débat et de résolution de la question kurde doit être essentiellement et principalement dans l'Assemblée nationale. Et là, le parti HDP peut disposer d'une force qui constitue la majorité pour pouvoir poser la question kurde, la résolution de la question kurde dans un grand débat parlementaire. La résistance à cela du côté de l'opposition vient de İYİ Parti, cette partie dissidente du parti d'extrême droite nationaliste, évidemment sur la question kurde et a des positions très classiques de la droite nationaliste turque,
Alors que les autres partis islamistes comme Saadet ou les dissidents de AKP comme Davutoğlu ou Babacan sont beaucoup plus ouverts sur la question kurde. Mais c'est le blocage de I parti qui a fait que ça ne figure pas dans les 240 pages. Dans les 240 pages ne figure pas non plus le retour de la Turquie dans la Convention d'Istanbul pour la préservation, pour le droit des femmes, pour préserver la vie des femmes. Mais Kılıçdaroğlu, par exemple, il y a 2 jours, dans une question publique, a dit « Bien sûr, nous allons signer ». Qu'est-ce qui bloque cette fois-ci? C'est le petit parti islamiste Saadet qui ne voulait pas faire figurer ça dans ce programme. Autrement dit, dans ce programme, il y a beaucoup de choses, mais il y a des choses aussi qui sont des on-dit, des officieux, qui seront amenés sur le terrain politique en fonction des rapports de force, et que si les choses se passent comme prévu selon les sondages d'opinion aujourd'hui, évidemment, le parti HDP va avoir un rôle où le groupe politique constitué autour de HDP va avoir un rôle politique important dans le Parlement futur. Merci Ahmed. Bon, en ce qui concerne l'état de droit, brièvement, quelque chose qui est attendu vraiment. Le de liberté, si vous voulez, c'est quelque chose qui est attendu vraiment, puisque on discute évidemment de la libération de beaucoup de prisonniers politiques qui sont pas totalement condamnés. Par exemple, il y a 2 figures emblématiques, ce sont Osman Kavala et Selahattin Demirtas, que la Cour européenne des droits de l'homme a demandé leur libération immédiate depuis très longtemps et que la Turquie refuse de l'appliquer. Et dans ce cas-là, la coalition s'est engagée à respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme le plus rapidement possible. Et de l'autre côté, sur le retour de l'état de droit, je crois qu'il y a une procédure de nomination des grands dirigeants. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que l'héritage de l'hyperprésidentialisme de Tayyip Erdogan, de son régime hyperprésidentialiste, donne la possibilité au président de la République de nommer et dénommer sans aucune justification plus de 1000 hauts fonctionnaires. Donc je crois que là aussi, il va y avoir un mouvement extrêmement important si Kılıçdaroğlu gagne la présidence, un mouvement relativement important dans la haute bureaucratie et donc du coup, cet changement de la haute bureaucratie juridique un peu moins, mais surtout de la haute bureaucratie du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, etc., et du ministère de l'Économie aussi probablement, nous reviendrons, va accélérer les choses. Il y a une attente, il y a une vraie attente d'apaisement sur ces questions de répression, d'utilisation de la justice pénale comme moyen répressif du pouvoir. Et il y a un engagement ferme à ce sujet d'un commun accord de l'ensemble des partis politiques d'opposition, aussi bien autour de Kılıçdaroğlu qu'autour de HDP. Merci beaucoup, Ahmed. Je vais vous demander, là, j'ai encore 2-3 questions, enfin une chacun ou chacune, d'être très bref, de façon à ensuite laisser suffisamment de temps aux questions qui viendront des auditeurs. J'en ai déjà qui me parviennent par Internet. Alors, Barchon, il y a une question que j'aimerais te poser parce qu'on en entend souvent parler en France et j'aimerais avoir ton opinion, ton avis. Beaucoup de commentaires, effectivement, évoquent, dans l'hypothèse où le président sortant Erdogan est battu, que celui-ci n'accepte pas sa défaite et qu'il joue la stratégie du chaos ou la stratégie de la tension. Est-ce que de ton point de vue, c'est un véritable risque? Est-ce qu'on en parle beaucoup en Turquie? Comment l'évaluer? N'est-ce pas surestimé? Parce que je me permets cette question parce que ça revient de façon récurrente en France, dans les commentaires et analyses.
Didier, merci. Tout juste, je voudrais mentionner OIV-ETC, qui est une organisation formidable. Il y a aussi les volontaires d'Istanbul qui travaillent aussi d'une façon très professionnelle. Et ceux qui voudraient avoir un peu plus de détails, ils peuvent toujours regarder leur site. C'est à cause de limitation de temps que je les ai pas mentionnés par nom, mais ils font un boulot formidable et ils travaillent aussi pour ceux qui ont quitté les régions touchées par le séisme. Alors, l'inquiétude de chaos, ça existe au sein des groupes, surtout au sein des partisans de l'opposition. En Turquie aussi. Personnellement, moi, je garde ma distance à ces débats-là parce que ça renforce les mains d'Erdogan et de l'AKP. Justement, ils veulent injecter le sentiment que AKP et Erdogan est invincible. Quoi que l'opposition fait, il peut pas gagner et donc il faut en Turquie, moi je dis il faut pas penser, il faut pas discuter ces débats-là parce que ça pousse les gens à un pacifisme, à un pessimisme, à dire que voilà ce qu'on fait ça va pas faire une différence et donc je pense que l'AKP et Erdogan de temps en temps, les partisans font exprès un peu probablement de diffuser ce scénario. Moi, personnellement, j'ai confiance dans le bon sens de la société turque. Et en plus, on a vu ça, cet exemple pendant les élections d'Istanbul. C'était AKP, c'était Erdogan qui a voulu la répétition des élections municipales à Istanbul. Je me rappelle très bien, il y avait des diplomates européens qui me disaient oui, Erdogan, il va jamais entrer dans des élections qu'il va perdre. Le message indirect, c'était évidemment qu'il va gagner pour la deuxième fois. Ça n'a pas été le cas. Le candidat de AKP avait perdu par 14 000 de différence. Pendant la deuxième fois, le candidat de CHP a gagné avec une différence de 800 000. C'est-à-dire que même les électeurs de l'AKP, ils ont venu voter pour Imamoglu et pour moi, c'était un message à l'AKP de dire qu'on a pris une décision et il ne faut pas jouer avec notre décision. Parce qu'il faut souligner le fait que voter pour les Turcs, c'est un peu sacré, c'est très important parce que c'est un des moyens cruciaux où les Turcs ils prennent part dans la vie politique de la Turquie. Ça montre un peu la faiblesse un peu de la société civile turque, parce qu'en général, les Turcs ne sont pas membres des syndicats, ne sont pas membres des associations, n'ont pas toujours le réflexe, comme les Français, de sortir toujours dans les rues. Et en plus, sous le règne d'Erdogan, les moyens de s'exprimer, de critiquer sont très limités. Donc, je pense que l'instrument de voter et qu'on ne joue pas avec les résultats serait aussi important, je pense, pour les électeurs de l'AKP, parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie a un taux assez élevé de participation comparé en Europe. En général, c'est entre 82 et 87%. Mais évidemment, on vit dans un âge où on voit du chaos, même dans des pays dits avancés démocratiquement, n'est-ce pas? On a vu l'assaut au Congrès aux États-Unis, donc je peux évidemment pas exclure si surtout les résultats sont très proches, il peut y avoir évidemment un peu du chaos s'il y a beaucoup d'objections, mais le grand scénario peut-être de violence ou des grands chaos, moi je fais la confiance sur le bon sens de la société turque. Ben, merci beaucoup pour ce décryptage qui nous est vraiment très utile. Je me permets de préciser une chose là, parce que je reçois des messages et il y a Hande Turan
que je ne connais pas, qui est vice-présidente d'une ONG qui s'appelle OIV-ETSI et qui me dit, avec d'autres organisations non gouvernementales, nous avons un projet de transport des victimes du tremblement de terre jusqu'à leur domicile pour qu'elles puissent voter le jour J. Et je voudrais annoncer ce projet qu'on va lancer demain en votre présence à tous. Andé, félicitations et j'espère que ça fonctionnera au mieux. Bahadur, je vais te poser un défi parce que je te connais bien. Je vais te demander d'être court sur la question de l'Union européenne. Je sais que sur ce sujet, tu peux être très divers parce que tu as beaucoup travaillé sur les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Alors, on le sait, malheureusement, les relations entre la Turquie et l'Union européenne sont pour le moins dégradées, c'est le moins qu'on puisse constater. On sait aussi que certaines des composantes de la coalition de l'opposition que tu as décrite tout à l'heure assument un tropisme souverainiste évident. Donc, est-ce que dans l'hypothèse, nous ne faisons que des hypothèses, dans l'hypothèse où l'actuelle opposition remporte une victoire lors de la prochaine élection, peut-on imaginer une relation différente, plus constructive entre la Turquie et l'Union européenne? Et dans cette hypothèse, quelle pourrait être la première mesure prise à la fois par l'Union européenne et la Turquie pour renouer un dialogue digne de ce nom? Et je vais te demander d'être bref sur cette petite question de rien du tout. D'accord. Donc, si on voit, merci beaucoup, c'est un bon exercice, j'ai gymnastique. Donc, tous les partis politiques de cette l'Alliance de la Nation, donc l'opposition principale, s'affirment pro-européenne, avec un seul parti qui est donc le petit parti plus conservateur religieux, mais ils sont aussi parce que tous ces partis savent très bien que sans une stabilité démocratique et économique du pays, ils n'auront pas de succès pour les prochaines échéances électorales. Il y aura les élections municipales en 2024, et puis s'il y a une nouvelle constitution, il y aura peut-être des élections anticipées pour le nouveau régime parlementaire. Et l'Union européenne, dans l'équation de la compétitivité mondiale de la Turquie, est indéniablement un facteur primordial. Tout cela, donc ils vont, quand on leur parle, ou bien quand on voit leurs propos, notamment M. Kılıçdaroğlu et Mme Akşener, tous les deux ont fait des discours au Parlement, par exemple, ou bien à l'occasion d'autres programmes de télévision, avec un engagement pro-européen du pays si il gouverne. Comme j'avais dit, donc, le CHP était soutenu par le Parti européen des socialistes, donc c'est très bien. Le EU Parti qui n'a aucun lien avec le MHP maintenant, il n'y a aucun dirigeant qui vient de là, et certaines personnes étaient là avec le MHP parce que le MHP est aussi en opposition et il avait l'air de s'ouvrir vers le centre-droite, mais c'est un parti essentiellement pro-européen. Leur programme, c'est le cas. Quand on voit, par exemple, tout ce qu'ils proposent concernant la politique de l'environnement, la politique numérique, la politique sociale, les droits des femmes, évidemment, l'état de droit, bon, c'est bien. Le parti, il y aura une personne peut-être qui va jouer un rôle important, donc c'est Babacan, très pro-européen aussi, même peut-être plus que les autres dans son discours, dans sa vision. Quand on l'écoute. Donc, il y a l'Europe, au premier plan, c'est un constat dans leur programme. Quand on va entrer dans les détails, il y aura évidemment des divergences, puisque dans la table diplomatique internationale, il y aura toujours les mêmes dossiers sur la table. Les relations avec l'Union européenne concernant l'avenir de l'Europe et la place que la Turquie doit avoir dans cet avenir, quelles relations économiques l'Union douanière, Chypre, la Méditerranée orientale, la Syrie, la Russie, le PKK, le terrorisme, etc. Et il y aura des changements. Donc la Turquie aura une politique étrangère qui ne sera plus personnelle, qui ne sera plus personnalisée si jamais l'opposition vient au pouvoir, évidemment. Premièrement. Deuxièmement, le sujet change. Peut-être que les dossiers sont plus ou moins identiques et certaines définitions d'intérêt national sont là, mais le sujet change.
le président de la République, les ministres, les diplomates vont représenter une autre Turquie. Une Turquie qui sera en conformité avec les politiques, avec les critères démocratiques de Copenhague de l'Union européenne. Une Turquie qui aura une gouvernance économique crédible, une banque centrale autonome, des politiques de développement social, de progrès social qui s'inscrivent dans un cadre européen. Et tout cela seront différents. Mais alors la question va se poser pour l'Union européenne. Quel est l'intérêt au nom des valeurs et des intérêts matériels des citoyens européens? Quel est l'intérêt pour l'Union européenne pour une meilleure politique, meilleure relation avec la Turquie? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que l'Europe doit faire pour que la Turquie soit là où elle sera en convergence avec les valeurs et les intérêts des citoyens européens? Est-ce que les politiques d'exclusion de la Turquie, à l'époque où la Turquie était en convergence, était en conformité avec les critères européens, ont donné un bon résultat ou pas? Est-ce que la Turquie disparaît et avec tous ces problèmes quand on l'ignore? Ou bien est-ce que ça devient un pays qui crée des problèmes, qui importe des problèmes et qui les réexporte vers l'Europe? Ça, c'est une décision, évidemment, pour l'Union européenne. Mais pour être court et pour simplifier, par exprès, raisonnablement, dès l'arrivée au pouvoir de l'opposition, si c'est le cas, il y aura tout d'abord la réunion de la communauté politique européenne, lancée par le président Macron. Et ça, c'est bien parce que ça donne un cadre aux relations que la Turquie a avec l'Europe, autrement que le débat, enfin, différemment par rapport au débat pur et simple sur l'adhésion. Deuxièmement, il y aura les relations économiques qui sont anachroniques. Il y a un accord économique assez profond de l'Union européenne avec presque l'ensemble du monde, Japon, Vietnam, les pays de l'Amérique du Sud, bientôt avec l'Inde, avec la Turquie, il n'y a plus un accord qui fonctionne. Il y avait un accord d'union douanière qui était négocié dans les années 94-95, à une époque où l'Internet n'existait pas en tant que le cadre général de la vie économique et sociale. Il n'y avait ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde comme acteurs économiques. Il n'y avait pas de développement, des objectifs de développement durable comme filtre essentiel de n'importe quelle politique maintenant au niveau microéconomique, du niveau microéconomique au niveau macroéconomique. C'est un autre monde. Mais, donc, cet accord est assez anachronique. Il conviendrait pour l'Union européenne de le renouveler pour aussi réengager la Turquie, et ça doit être une mise à jour qui tient compte de la dimension verte, écologique de l'accord vert européen, de tout ce qui concerne l'économie numérique. Surtout la présidence française de l'Union européenne a œuvré beaucoup au développement de cette politique au niveau supranational européen, des politiques et des mécanismes de stabilité financière de la zone euro, qui seront aussi de repère pour la Turquie, et aussi de la dimension sociale, de tout ce qui concerne l'égalité entre les sexes, la sécurité du lieu de travail, et aussi tous les droits syndicaux. Voilà, ce sont tous des points qui sont intéressants aussi pour l'opposition, parce que pour les partis d'opposition, faire des progrès en convergence avec l'Union européenne, ça apporte la stabilité de la démocratie qu'ils auront gagnée, une stabilité, une prévisibilité, un retour à une crédibilité financière sur le plan international dont ils auront besoin fortement, et puis offrir à l'électorat des meilleures conditions de vie ou bien encore un espoir. Mais il y aura toujours un problème parce que concernant Chypre, il y aura une ligne qui va continuer à tenir compte de ce sentiment d'être trahi, parce que la Turquie avait soutenu le plan de paix des Nations Unies, le plan Annan, et avait accepté donc la paix et la réunification de l'île
et que ce n'était pas le cas, enfin c'était le cas aussi de l'Union européenne, de la Grèce, mais ce n'était pas le cas du pouvoir chypriote grec à l'époque, soutenu aussi par Vladimir Poutine, etc. Il y aura des sensibilités concernant le terrorisme et le lien entre le PKK et l'organisation, je ne sais plus en français comment on le dit, en Syrie. Il y aura d'autres sensibilités, mais comme je dis, donc je finis, ce sera une autre Turquie. Ce sera une Turquie dont l'identité, dont la vision, dont les tendances seront différentes. Et j'espère que ce sera une autre Europe qui va prendre les leçons de ces erreurs du passé concernant le dossier turc. Merci beaucoup. Ahmet, une dernière question, puis après je laisse la parole aux auditeurs. Tu es économiste de formation. On a évoqué tout à l'heure la situation économique pour le moins préoccupante en Turquie. Dans l'hypothèse où il y a une victoire de l'opposition, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'hypothèse, à ce stade en tout cas, quel type de mesures pourraient être prises très rapidement, mises en œuvre très rapidement pour tenter de redresser la situation de l'économie actuelle? Les mesures de redressement économique seront plus faciles dans un premier temps à prendre que les mesures pour changer le système politique, qui nécessite un changement constitutionnel. On ne sait pas si l'opposition va avoir 360 députés pour pouvoir présenter au référendum la nouvelle constitution, etc. etc. En revanche, du point de vue économique, effectivement, il y a des mesures très détaillées qui sont prises en considération dans le programme de 240 pages dont tu as parlé. Il y a une panoplie très importante de mesures qui consistent, dans un premier temps, je dirais, à rétablir ce que disait tout à l'heure Bahadır Kalias, à rétablir la confiance et la prévisibilité des acteurs économiques. Parce qu'aujourd'hui, un des facteurs majeurs de la crise économique en Turquie, c'est l'imprévisibilité et la gestion chaotique de la politique économique et surtout la limitation extrême de la présidence de la République dans la définition de la politique économique. Vous savez qu'il a essayé de faire venir Mehmet Şimşek dans son équipe pour donner un peu de crédibilité, mais Mehmet Şimşek a dit quand j'étais ministre des Finances de Erdogan, il ne m'écoutait pas et je ne pense pas qu'il va m'écouter encore plus aujourd'hui. Il a refusé. Et ça a été un affront relativement important pour Erdogan. Donc, rétablir la confiance, rétablir la prévisibilité, revenir à une politique économique qui n'est pas forcément de gauche, parce que Babacan et l'équipe de İYİ Parti, notamment leurs cadres économiques, sont de la droite libérale. Il y a beaucoup de cadres économiques dans İYİ Parti qui viennent des organisations internationales avec une vision libérale d'une économie de marché concurrentielle. Il va y avoir probablement dans le Parti républicain et dans la gauche du groupe de gauche dans le Parlement des pressions pour qu'il y ait des mesures de politique sociale supplémentaires, mais il est prévu aussi dans le cadre du programme de l'Alliance du peuple autour de Kılıçdaroğlu de très rapidement, probablement, augmenter légèrement les taux d'intérêt parce qu'actuellement, une politique très atypique de taux d'intérêt alimente l'inflation contrairement à ce que dit Erdogan. Stabiliser la livre turque qui perd encore de sa valeur devant cette gestion chaotique, stabiliser la livre turque, stabiliser l'inflation, une augmentation des taux d'intérêt avec un programme de soutien aux classes moyennes et inférieures de politique sociale en reportant une partie des dépenses publiques qui sont considérées comme dépenses publiques luxurieuses ou gaspillage, reporter quelques projets d'investissement qui sont des investissements pharaoniques ou de prestige de Tayyip Erdogan ou de distribution de rente de Tayyip Erdogan vers justement ce soutien aux classes moyennes et populaires afin de calmer un peu
une politique de ce que nous appelons en économie une politique des revenus qui sera mise en place. Les résultats peuvent être rapides. Il ne faut pas oublier que par rapport, par exemple, à la crise économique qu'a connue la Grèce au début des années 2010, la Turquie dispose évidemment des souplesses de fonctionnement. La livre turque n'est pas, on peut déprécier la livre turque, l'ouverture de l'économie a une résilience relativement importante, une capacité exportatrice relativement importante. Donc, nous avons connu des crises économiques dans le passé, mais les sorties de crises économiques ont été aussi relativement rapides. Même en 2009, la dernière grande crise économique en Turquie à cause du système financier international, très rapidement, l'année suivante, l'économie turque avait retrouvé son dynamisme. Je pense que le plus important, ça va être rétablir la confiance et faire venir, du coup, ce qu'a dit tout à l'heure Bahadır Kaleas, faire venir avec cette ouverture internationale, l'établissement de l'état de droit, de la sécurité juridique qui a effrayé énormément les investissements étrangers, faire venir les investissements étrangers, mais évidemment, la situation internationale, la liquidité internationale ne sont pas comme dans les années 2000. Il ne faut pas s'attendre non plus à une boom des investissements étrangers comme dans les années 2000, mais aujourd'hui, il y a plutôt une sortie des investissements étrangers. Il faut vraiment freiner cette saignée de sortie des capitaux de la Turquie. Je pense que ce sont les mesures de court terme. Les mesures de moyen terme passent dans l'esprit de l'opposition en général par une grande réforme fiscale, parce que le système de la fiscalité en Turquie, contrairement dans les pays, en France, dans les pays occidentaux, le système de la fiscalité, au lieu de corriger la répartition des revenus, les aggrave encore plus. Donc, c'est aberrant, hein, un système de fiscalité qui aggrave les inégalités de revenus. C'est quelque chose qu'il faudrait probablement corriger très rapidement afin que une politique redistributive active puisse se mettre en place, mais cela nécessite un grand changement d'organisation, de conception de l'organisation de la fiscalité en Turquie. Merci infiniment. Alors, il nous reste 30 minutes environ. Je vais vous laisser la parole. Il y a un micro qui va circuler. J'ai reçu aussi beaucoup de questions dont je me ferai l'interprète pour partie d'entre elles, parce que là, nous avons, on voyait les chiffres tout à l'heure, un peu plus de 200 personnes qui sont connectées, donc c'est très bien. Mais ces personnes ont beaucoup de questions et on ne pourra pas les traiter toutes. Je m'en excuse par avance. Alors, qui veut la parole tout de suite? Déjà, il y a le micro. Alors, bonjour Didier, bonjour Bahadır, bonjour Ahmet et bonjour madame. La question, c'est si l'on se souvient de l'arrivée de M. Erdogan à la présidence de la République, enfin, en passant par le poste de Premier ministre et en passant par celui de vice-premier ministre consort auprès d'Abdullah Gül, on se rappelle la façon dont l'Union européenne l'a reçu triomphalement à Bruxelles. On se rappelle également des appuis américains qu'il avait. On ne voit pas aujourd'hui du tout dans cette campagne d'appui déclaré tant du côté européen que du côté américain. Comment voyez-vous, on a parlé là du rôle effectivement tout à l'heure de la Turquie vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis des États-Unis, et comment voyez-vous l'inverse, c'est-à-dire la position des États-Unis et la position de l'Union européenne vis-à-vis de la Turquie? Quelles sont les attentes supposées qu'on peut deviner? Alors, on a vu que M. Kılıçdaroğlu a pris un conseiller américain influent, mais quels sont les deals qui peuvent être faits derrière? Parce qu'on voit bien que M. Erdogan, et je termine, avait fait une politique de balance du pouvoir qui a fait parler de la Turquie comme d'une puissance régionale montante. Est-ce que ça sera la même chose avec l'opposition? Merci. Avant de passer la parole à Denis Verret, il y a plusieurs questions qui concernent la politique extérieure de la Turquie.
certains soulignent que Erdogan a une politique très proactive avec toute une série d'interlocuteurs, avec des hauts et des bas. Des questions plus précises sur l'OTAN. Est-ce que la Turquie accepterait, dans l'hypothèse d'une victoire de l'opposition, l'adhésion de la Suède? Donc, ça rentre en écho avec ta question. Alors, oui, Denis, ma question recoupe aussi, hein, c'est-à-dire, comme ça a été fait sur la relation entre l'Union européenne et la Turquie, les hypothèses d'impact s'il y a alternance de la relation entre la Turquie et les États-Unis. Bien, alors avant de prendre d'autres questions, d'accord, qui veut la parole? Barchon, Ahmed, Bahadur? Si tu veux. Allez, vas-y, Ahmed. Je sais que à l'étranger, on se pose toujours la question de la politique internationale de la Turquie. Est-ce que ça a un impact sur les résultats électoraux en Turquie? Très peu. Il faut reconnaître que la politique extérieure aujourd'hui, mais dans le passé aussi, la politique extérieure de la Turquie a un impact relativement mineur, probablement il y en a un peu, mais relativement mineur dans les choix des électeurs entre Erdogan et l'opposition. En revanche, je pense qu'il est préférable, au jour d'aujourd'hui, vu la situation en Turquie et la montée du nationalisme et le nationalisme anti-occidental attisé systématiquement par Erdogan et une partie des kémalistes aussi, il faut reconnaître, hein, les anciens généraux eurasiens sont aussi dans cette courant-là. Je pense qu'il vaut mieux que les États-Unis et l'Union européenne ne se prononcent pas et ne montrent pas une préférence quelconque aujourd'hui pour l'opposition ou si c'était leur préférence. Alors, évidemment, s'ils veulent soutenir Tayyip Erdogan, c'est la même chose pour lui. Je pense que ça le gênerait aussi. Donc là, il y a une silence qui est à la fois tactique et puis je pense qu'il y a une deuxième silence, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer après. À la fois, je sens chez mes collègues européennes et chez mes contacts aux États-Unis, je sens une ambivalence. C'est que avec Tayyip Erdogan, on sait à quoi se tenir. Si jamais l'opposition passe, nous ne savons plus quoi faire, avec quoi on va avoir comme partenaire. Bien sûr, nous voulons que la Turquie revienne à l'état de droit, sorte de l'autocratie, mais en même temps, est-ce que la Turquie ne sera pas beaucoup plus chaotique que maintenant? Cette question est une question éternelle entre les réalistes et les démocrates au niveau international. Je pense que la politique extérieure de la Turquie ne va pas fondamentalement changer sur ces grandes lignes, Chypre par exemple, malheureusement sur Syrie un peu moins, sur la Libye, mais en revanche, le retour de la Turquie dans un dialogue avec l'Union européenne, oui, c'est un engagement très ferme. Hier encore, devant les ambassadeurs étrangers, Davutoglu, hier ou avant-hier, je ne m'en rappelle plus, mais je crois que c'était hier, Davutoglu et Kılıçdaroğlu ont fait un discours qui a duré à peu près 20-25 minutes, et c'était très ferme l'engagement des deux dirigeants politiques pour le rapprochement avec l'Union européenne. Sur le retour de l'OTAN, il y a déjà des signaux qui ont été envoyés. Par exemple, le sujet de l'utilisation des fusées S-400 est à peu près acquis maintenant, que si l'opposition vient au pouvoir, ces fusées S-400 vont être démantelées. C'était un des sujets de friction majeure avec les États-Unis, avec l'OTAN. Et probablement, la question n'a pas été posée, mais indirectement, j'ai entendu les dirigeants du CHP. Évidemment, le blocage de l'adhésion de l'OTAN, de la CE de l'OTAN va être levé. Didier, tu me permets? Bien sûr, vas-y.
En fait, je suis tout à fait d'accord avec Ahmed Insel, mais sur la question de la politique extérieure, il faut quand même souligner encore une fois que quand vous regardez le 240 pages, il y a 3-4 pages sur la politique extérieure et il y a un désir de renforcer la vocation européenne, la vocation vers l'Occident de la Turquie. Et en ce qui concerne comment on va mener la politique extérieure, on va voir le retour des institutions et on va voir moins la personnalisation de la politique extérieure et probablement on va voir moins créer des crises et d'utiliser la politique extérieure pour des sujets politiques. Et ça, je trouve assez important parce que le président Erdogan a instrumentalisé la politique extérieure pour les sujets domestiques. Et sur le point de la relation entre l'Europe et la Turquie, les États-Unis et la Turquie pendant les élections, je suis tout à fait d'accord avec Ahmed Insel, mais surtout, c'est après que ça va être très important parce que moi aussi, je vois cette ambivalence. Par contre, si jamais l'opposition gagne, ça veut dire que c'est la démocratie qui va gagner. Et je pense que ça va être très important pour le monde aussi parce que dans le monde aussi, la démocratie libérale fait face à des menaces. Ça va envoyer des messages à la Hongrie, à la Pologne. Donc, comme l'opposition va avoir beaucoup de difficultés si jamais il gagne les élections. Le problème, c'est que l'AKP pourrait toujours dire, voilà, on va revenir peut-être dans 2 jours. Donc, il faut quand même consolider le résultat est démocratique et il ne faut pas perdre le momentum. Il ne faut pas attendre et devoir, etc. Garder le momentum juste après les élections, si l'opposition gagne, va être très important. Et moi aussi, je crains qu'il y a cette ambivalence et qu'il ne faut pas perdre le momentum. Merci. Juste, je suis d'accord avec le professeur Insel, aussi bien qu'avec Barçın İnanç. Il y aura des dossiers en continuité. Mais monsieur aussi a posé une question. Le monde était toujours compliqué, hein, les relations internationales, mais par rapport aux années 2000, c'est encore plus compliqué. La continuité de l'espace-temps est changée avec la technologie et aussi avec la Chine, l'Inde, toutes ces interactions avec les troubles de la démocratie américaine. Si Donald Trump a eu lieu comme phénomène et a continué à être là aux États-Unis, proportionnellement, on va vers d'autres pays qui ont des traditions démocratiques et institutions démocratiques plus récentes. On peut tout avoir. Donc, oui, le monde est différent et les politiques des pays ou de l'Union européenne vis-à-vis les différents pays sont parfois plus compliqués, plus hétérogènes. Quand on voit la politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, de l'Allemagne, de Berlin à Paris, il y a une différence, n'est-ce pas? Maintenant on voit. Donc, et Rome est tout à fait une autre place. Donc, la Turquie sera différente, encore une fois. Ce sera une démocratie, mais le plus grand défi pour le nouveau, s'il y a un changement s'il n'y a pas de changement de pouvoir, on peut peut-être penser que Erdogan aura une façon de gouverner différente parce que ce sera son intérêt sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan électoral. Donc, il y aura d'autres échéances. Donc, peut-être qu'Erdogan va changer de politique monétaire, de politique diplomatique, etc. Mais concernant l'hypothèse du pouvoir, à l'arrivée au pouvoir de l'opposition, c'est le plus grand défi pour ce nouveau pouvoir en Turquie concernant la politique étrangère sera de revenir à agir pas comme un pays pro-occidental, mais comme un pays de l'Occident. Et les pays de l'Occident, au sein même de ce monde occidental, qui va
des États-Unis, de l'Amérique du Nord à l'Europe, mais aussi vers la Chine, pas vers le Japon, par la Corée du Sud, le monde de l'OCDE, disons. Dans ce monde-là, la Turquie doit agir comme un pays occidental et comme les autres pays, aura ses différences, aura ses sensibilités nationales. La France a les siens, l'Allemagne, le Portugal, l'Australie, enfin, les pays de l'Occident ont évidemment des différences, mais c'est une façon d'agir en tant qu'un pays occidental qui sera le plus grand défi pour le pouvoir, pour la politique étrangère turque. On verra. Didier, je voudrais ajouter en 30 secondes 2 mesures qui seront indispensables du côté de l'Union européenne au cas où il y a ce changement de gouvernement pour envoyer un signal de renforcement d'abord de l'état de droit. Je crois que c'est quand même indispensable que la Turquie puisse continuer la négociation sur les chapitres 23-24 de l'acquis communautaire qui concerne justement l'état de droit. Hein, ça, c'est très, très paradoxal qu'à cause du veto chypriote, que je comprends par ailleurs, que la Turquie ne puisse pas au moins commencer à travailler main dans la main avec l'Union européenne pour l'établissement de l'état de droit, et c'est-à-dire les chapitres 23-24, je crois, si je ne me trompe pas, qui sont directement concernés. Deuxièmement, il y a un ressentiment considérable en Turquie vis-à-vis de l'Union européenne à cause des mensonges aussi, exagérations et mensonges qui ont été prononcés du côté du pouvoir de l'AKP, comme quoi dans 6 mois, on va avoir la suppression des visas de Schengen, etc. On savait que ce n'était pas possible, les conditions n'étaient pas remplies. Mais aujourd'hui, en voyant par exemple que Kosovo va bénéficier de la suppression des conditions de visa à partir du 1er janvier 2024, ce serait très difficile de faire comprendre aux démocrates turcs et au gouvernement que la Turquie soit toujours subie, par exemple, les visas de Schengen. Là aussi, il y a une politique proactive de l'Union européenne qui est nécessaire, qui permettrait en même temps au gouvernement de beaucoup plus facilement de montrer que les changements de gouvernement apportent concrètement des choses du côté de l'Union européenne. Merci Ahmed. Nous n'avons pas exactement la même conception des 30 secondes, mais ce n'est pas grave. Monsieur. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. J'avais une question qui portait également sur la politique extérieure, enfin sur la politique étrangère de l'opposition, même si ça a déjà été partiellement répondu pendant vos interventions. Je voulais savoir si en cas de victoire de l'opposition, quelle serait la politique menée par Kılıçdaroğlu avec l'Arménie, la Syrie, les États du Golfe, et notamment avec l'Afrique, hein, puisqu'on observe une grosse influence de la Turquie en Afrique depuis quelques années, sur les plans économiques, commerciaux, de l'armement, etc. Et on a l'impression des fois que c'est davantage une politique d'Erdogan et de ses proches, plutôt qu'une politique étrangère de la Turquie en tant que telle. Et ma question donc était de savoir si l'opposition, si elle arrive au pouvoir, continuerait cette pénétration du continent africain, quitte à utiliser les réseaux d'Erdogan, ou si elle reviendrait un peu à une situation pré-Erdogan. Merci. Je ne sais pas si j'étais très clair. Si, très clair. Didier alors, attends une seconde, je vais vous poser 2 questions que j'ai reçues aussi. Vous le savez probablement tous, il y a ce qu'on appelle la question Alevi en Turquie. C'est à peu près 20% de la population. Or, je crois que c'est hier ou avant-hier, hein, Kılıçdaroğlu, dont nous savons qu'il est Alevi, d'origine Alevi, a fait une vidéo, un podcast en expliquant qu'il était Alevi, mais qu'il était profondément républicain et laïque. Alors la question qui m'est posée, c'est est-ce que cette déclaration de Kılıçdaroğlu, son explication, peut avoir une influence sur l'issue du vote? Deuxième question qui m'est aussi parvenue, je ne suis que le terjüman, c'est est-ce qu'a-t-on la moindre idée, mais je crois qu'on ne l'a pas en fait, c'est comment les militaires turcs, en tout cas les officiers turcs, s'apprêtent-ils à voter, mais je n'ai pas connaissance d'études d'opinion précises
qui ait été faite au sein de la Grande Muette. Alors, qui veut répondre? Bon, sur politique extérieure, on peut dire, mais vraiment 2 mots sur Syrie, Arménie, mais on a déjà pas mal abordé la question. Alevi et militaire turc. 2 mots sur la... Oui, sur l'Afrique, oui. Vas-y. L'Arménie, dans le protocole, l'opposition dit qu'ils vont encourager la normalisation avec l'Arménie, mais évidemment, les relations avec l'Azerbaïdjan seraient toujours importantes. Sur l'Afrique, je pense que la présence de la Turquie sur le continent, ça va continuer. Mais je pense que peut-être ils vont utiliser une politique probablement plus sophistiquée au lieu de prendre chaque occasion comme certaines le fait de critiquer la France, d'ouvrir un peu de la place pour la Turquie en faisant critiquer la France. Je pense qu'on va voir moins de ça. Et s'il y aura du confiance, par exemple, entre la France et la Turquie, moi, je ne vois pas pourquoi la France et la Turquie ne peut pas coopérer dans le continent, surtout contre la Russie et la Chine. Donc, je pense qu'il y aura un politique plus sophistiqué, plus attentive envers les autres pays dans l'Afrique. La Lévi, je vais le laisser aux autres, mais je pense que ce qui était important, c'est que Kılıçdaroğlu a pris ce message envers les jeunes. Et ça, je trouve, c'est important parce qu'il a donné cette mission aux jeunes en disant que voilà, c'est dans votre main de changer le système où les Alevis a été discriminés. Je stoppe ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Merci. Qui veut? Ahmed, Bahadur? Ahmed? Sur les Alevis, le discours le vidéo qui est très court d'ailleurs, de 2 ou 3 minutes, de Kılıçdaroğlu est très important parce que pour la première fois, Kılıçdaroğlu s'exprime ouvertement sur les handicaps comme Alevi et pose la question devant tout le monde avec une calme extraordinaire. Et d'après les réactions que j'ai pu constater ce matin dans la presse turque, ceci va être considéré comme un moment très important, non seulement pour la campagne électorale, mais pour le problème, cette fracture alevi-sunni en Turquie. Il y a eu des réactions du côté des radicaux proches de AKP en disant ce discours est un discours séparatiste, etc. Mais dans la majorité même de l'AKP, dans la presse que j'ai pu constater ce matin, il y a une gêne, un silence par rapport à cette franchise et cette calme de présentation. Kılıçdaroğlu, d'ailleurs, je voudrais souligner, Kılıçdaroğlu nous rappelle un peu la tactique ou le slogan de François Mitterrand lors des élections de 1981, c'est la tactique de la force tranquille. Et cette tactique semble payer considérablement puisqu'il se présente comme le diamétralement opposé en tempérament, en posture, en positionnement, dans ses relations familiales, dans ses relations aux autres, comme le diamétralement opposé de Tayyip Erdogan. Donc, du coup, répond à cette Turquie qui aspire à un peu de calme, de quiétude, surtout de quiétude. Et de ce point de vue-là, je crois que sa posture est très, très importante. En ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne la position de la Turquie dans la région, là, il faut reconnaître une chose, c'est que la Turquie a goûté à être à une position de puissance régionale. Désormais, les gouvernements centre-gauche ou centre-droite ne seront pas en retrait par rapport à cela. Mais je pense que ce qui va changer peut-être, et tout au moins ce qu'on peut espérer, c'est l'attitude agressive, cette posture menaçante, permanente de la Turquie vis-à-vis de ses voisins, la Grèce, Chypre, Irak, Syrie, et éventuellement même
vers l'Arménie, évidemment. Donc, du coup, ce changement va avoir aussi une possibilité peut-être d'avoir des possibilités de dialogue plus apaisées par rapport aux voisins, surtout à la politique de voisinage. Pour l'Afrique, je crois que la Turquie va continuer à exploiter les possibilités d'influence dans l'Afrique. Ça, c'est un peu même si je n'apprécie pas les manières de le faire, c'est un peu la raison d'État qui prime dans ce cas-là. Merci Ahmed. Peut-être un mot sur la jeunesse, sur les primo-votants. Est-ce qu'on a des études sur la façon dont ils se préparent à voter? Selon les sondages d'opinion, depuis 10 ans d'ailleurs, une grande majorité de la jeunesse vote pour les partis d'opposition. Et c'est une tendance qui va probablement s'affirmer lors des prochaines élections. Donc, il y a toujours eu une égalité quantitative entre les deux pôles de la société turque. Dans les dernières, toutes les élections ont été gagnées avec une marge de 2 points, plus ou moins. Donc, il reste à voir si cette fois-ci, donc ceux qui ont eu 52% jusqu'à maintenant vont perdre seulement 3 points à cause de la crise économique, démocratique, de tremblement de terre, de gouvernance. Et là, sur le plan qualitatif, aux dernières élections présidentielles, sur base de 4 critères, il y avait une majorité qualitative en faveur de l'opposition. Les 4 critères étant la jeunesse, la population urbaine, le niveau de revenus et l'éducation. C'était environ 65 à 68% de la société turque, sur base de ces critères, qui avait voté pour l'opposition. Mais évidemment, c'est le suffrage universel, donc ce n'est pas ça qui compte. Mais ça donne un certain pouvoir moral à l'opposition. Et actuellement, donc, selon, disons, la science des statistiques et de sociologie politique, normalement, il doit y avoir une alternance politique sans problème. Mais on en a discuté déjà. Barçon, un dernier mot, si tu veux, ou pas? Non. Bien, écoutez, on est très strict sur les horaires à l'IRIS, donc nous allons clore cette conférence débat. Un très, très grand merci à nos 3 intervenants. Barçon, tout particulièrement, qui est loin de nous, Ahmed, bien sûr, et Bahadur, pour la clarté de leurs explications, pour la complémentarité de leur point de vue, ce qui était ça l'enjeu, et c'était tout à fait passionnant. Merci à vous tous, à ceux qui étaient connectés à distance, à ceux qui étaient présents en face de moi. J'espère que ces échanges et ces explications vous ont donné de bonnes grilles de lecture pour mieux comprendre ce qui va se passer en Turquie dans les semaines à venir, jusqu'au 14 mai et probablement jusqu'au 28 mai, comme cela nous a été expliqué. Un grand merci à tous et puis à très bientôt. Et vous pouvez suivre sur le site de l'IRIS des informations, des analyses régulières sur la Turquie. Et elles ne manqueront pas dans les jours à venir. Merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir, Barçon. Au revoir, Ahmed. À bientôt. À bientôt. Au revoir.